Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un cas clinique un petit peu complexe, ok. Mais avant ça, du coup si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous pouvez me rejoindre, je vous mets mon Insta juste ici. Ensuite, merci à toutes les personnes qui s'abonnent avec l'abonnement premium, hein, déjà ça me soutient et en contrepartie, si vous rejoignez ça, vous avez accès à tous les PDF sur un groupe WhatsApp. Et donc aujourd'hui, alors il y a un peu moins de 25 diapos. J'ai pas mal de choses à dire, donc on va viser assez large. On va dire entre 45 et minutes et 1 heure en termes de temps de vidéo. Deux parties, un cas clinique, un seul. Il est complexe. Celui-là, pour bien le comprendre, je pense qu'il faut avoir un certain niveau dans tout ce qui est drapeau rouge et tout ça. Voilà, comme ça j'ai bien titillé votre orgueil, donc ça va vous forcer à peut-être à rester. Et à la fin, on fera de l'analyse de commentaires et de messages, toujours pareil, où on va faire un petit peu de... On fera un peu d'esprit critique, on fera un peu de rhétorique, et on verra un petit peu, toujours pareil, que en fait, les réseaux sociaux, le niveau de débat à chaque fois et de contradiction, il est quand même éclaté. Donc aujourd'hui, on va parler de drapeau rouge, comme je vous ai dit. Et donc, c'est le cas d'un homme qui vient au cabinet, il a un peu plus de 35 ans, il vient pour des douleurs qui vont du rachis lombaire jusque dans la jambe, donc ça fait bas du dos, dans la fesse, un peu dans la jambe, donc sous le genou, et après ça revient assez fort dans le pied, ok. Diagnostic, syndrome du piriforme, il a vu son médecin généraliste, deux rhumatologues et un chirurgien, sachant que le généraliste, lui, il avait dit lombalgie, les rhumatologues, les deux qu'il a vus ont dit syndrome du piriforme, et le chirurgien lui a dit syndrome du piriforme c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, donc c'est pas ça. Donc quand il arrive, il est un petit peu perdu, il se demande qu'est-ce qu'il a en fait, hein. Ce qu'on retrouve, ce qui est décrit par le patient, c'est des engourdissements, des fourmillements, des brûlures, du courant électrique et tout ça dans la jambe. Donc ça déjà, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans le questionnaire du DN4, ok. Donc ça doit vous... Ça doit quand même vous allumer une petite alarme dans votre tête en disant ah, peut-être qu'il y a un problème qui serait d'origine nerveuse et ce serait ça qui pourrait provoquer ces sensations-là. Donc, on va faire un examen neurologique. Je rappelle hein, que quand on prend en charge des patients avec des douleurs de type musculo-squelettique, il faut screener donc les red flags et il faut faire un examen neuro. C'est pas moi qui vous le dis, c'est dans les guides de bonne pratique. Ok. Donc, examen neurologique. Avant de voir les résultats, je vous les remets à chaque fois, mais voilà, une vidéo ici pour le matériel nécessaire pour le faire. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, on voit d'autres choses, d'autres matériels. Et ensuite, faire un examen neurologique du membre inférieur et là du membre supérieur. Voilà. Et avec ça, déjà, avec ces vidéos-là, franchement, vous avez quand même des bases qui sont vachement intéressantes pour pouvoir appréhender ce genre de problématique. Alors, les résultats du bilan neurologique. Alors, on avait de la perte en fait au niveau de la racine S1 sur les tests de force, ok, ou de fatigabilité, enfin quand on teste les muscles. Il y avait donc plusieurs articulations qui sont touchées parce que a priori c'était sûrement une racine qui avait un problème. Quand on a une racine qui est touchée, en général, voilà, on va prendre un muscle en particulier. Donc pour la racine S1, ça va être le mollet, le triceps, en gros, qui fait de la flexion plantaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une racine, elle innerve quand même plusieurs articulations, donc on peut avoir des pertes à plusieurs niveaux. Ok. Au niveau de la sensibilité des grosses fibres, donc les A-bêta, on avait de la perte sur plus ou moins le trajet de la racine S1. Donc là, j'ai mis plusieurs articulations, mais c'est pas tout à fait ça, hein, c'est à plusieurs endroits sur le membre inférieur. Chez cette personne-là, c'était assez. C'était comme dans les livres en fait, hein. Et on avait vraiment quelque chose le long de la racine S1 décrite dans les livres. Et la A delta, enfin, et après sur les petites fibres, donc A delta et C, en fait, on avait à certains endroits un gain de fonction à la roulette, mais quand on passait le type terme, il n'y avait plus de différenciation. Donc on avait ce qu'on appelle en fait une radiculopathie. Mécanosensibilité du nerf sciatique, effectivement, Slum test SLR, dès qu'on mettait en tension le nerf sciatique, ça reproduisait la douleur du patient. Surtout au niveau, enfin un peu au niveau du dos, surtout la fesse et dans le pied. Et si on maintenait un peu la position, ça reproduisait même les engourdissements dans le pied. Et il n'y avait aucun signe neurocentral. En ce qui concerne, en fait, je dis que c'était vraiment décrit comme dans les livres parce qu'en fait, on sait que dès qu'il y a une atteinte neuro, ça peut toucher les territoires
à côté, ok? C'est pas forcément que comme dans les livres. Et ça, on le voit dans cette vidéo-là, sur le canal carpien, où je l'explique très bien, voilà, avec, comme d'habitude avec des preuves scientifiques, mais voilà, en gros, ça peut voyager sur d'autres territoires, les symptômes neuro. Voilà, ça, c'est important de le savoir. Donc là, on va juste voir, on va parler un petit peu de la racine S1. Je vais essayer de vraiment mêler théorie et pratique, vraiment faire le lien entre les deux tout au long de la vidéo. C'est pour ça que ça va être une vidéo peut-être un peu compliquée. Déjà, le cas, il est pas facile. Et en plus, on va mettre des notions à côté. Alors si vous suivez régulièrement les vidéos de la chaîne, c'est des notions qu'on, pour certaines, on les a déjà vues. Mais comme je vous disais, quand il y a une racine qui est touchée, on n'a pas forcément des symptômes que dans le territoire qui est touché. Et j'en parle c'est dans cette vidéo-là où je vous explique un petit peu l'histoire des dermatomes et pourquoi on ne peut pas leur faire confiance à 100%. Mais on a des études qui nous disent qu'en général, la racine S1, elle suit plutôt le dermatome S1 décrit dans les livres, ce qui peut peut-être expliquer que chez ce patient-là, ça s'est passé comme ça. Donc S1, c'est quoi, hein? C'est, voilà, c'est hop, là, ça fait comme ça, et ça vient sur le bord latéral du pied ici, douleur ici, S1, S1, et c'est quasiment le trajet douloureux qu'avait le patient. Ok, à peu de choses près, c'était vraiment ça. En gros, s'il fallait donner une racine, je pense qu'on aurait tous dit S1. Après, on s'en fiche quelle racine est touchée, hein, de toute manière. Voilà. Après, ce qui peut être important, c'est est-ce que j'ai vraiment plein de racines touchées en même temps ou pas. Ok, mais après, si on n'en a qu'une seule, comme dans le cas d'une radiculopathie, il n'y a pas forcément besoin de déterminer le niveau avec une précision de 100%. De toute manière, c'est pas possible sans imagerie. Je rappelle qu'un nerf, ça peut faire mal pour différentes causes, hein. Donc là, admettons qu'il n'y ait pas plus de red flag que ça. La plupart de vous, je pense, va penser hernie discale. Ok. Je rappelle juste qu'on peut avoir aussi de l'inflammation qui peut causer ça. Hein, si le disque il est un petit peu abîmé, il peut y avoir des molécules inflammatoires qui vont toucher le nerf et ensuite provoquer ces douleurs-là. L'inflammation, c'est toxique aussi pour le nerf. D'accord. Donc on peut avoir des contraintes mécaniques ou de l'inflammation qui peuvent causer une radiculopathie. Ça, faut bien le garder en tête. Et donc la chimie, elle peut vraiment être importante parce que l'intensité de la douleur ressentie par les patients dans ces circonstances ne semble pas liée à l'importance du prolapsus discal dans le canal rachidien. Donc c'est pas forcément la taille de la hernie, mais c'est plutôt toutes les molécules inflammatoires qui vont venir avec, ou qui vont apparaître, qui peuvent qui vont être importants dans la production de la douleur. Okay, enfin en tout cas de la nociception, qui va amener à de la douleur par la suite. Il apparaît que les petits prolapsus discaux peuvent produire des symptômes sévères et les prolapsus plus importants, relativement peu de symptômes. Après, c'est pour ça aussi, peut-être que quand on a, si on a donc petit prolapsus, on peut avoir des gros symptômes, donc comme ça, voilà, hein, vous avez des fois des patients, ils vont venir avec une IRM et ils vont dire ah oui, j'ai un petit truc et tout, mais moi j'ai très mal, ouais, bah, c'est normal, ça s'explique, ok, donc notamment avec les médiateurs pro-inflammatoires et les cytokines. Et après, on peut avoir des grosses compressions, pas forcément douloureuses, il n'y a pas forcément un bilan neuro qui sera positif, mais voilà, faire un bilan neuro, ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe. Donc, chez ce patient, qu'est-ce qu'on avait? En fait, on avait un DN4 qui était positif. On avait de la perte de fonction, donc on avait de la radiculopathie. En fait, on se retrouvait avec une lésion du système nerveux, on va dire, et en fait on se retrouve dans c'est un patient qui a de la douleur neuropathique, hein, donc c'est de la douleur radiculaire, plus de la perte de fonction, donc une radiculopathie. Voilà. Là je vous remets la diapo pour bien comprendre les deux. La douleur radiculaire c'est de la douleur, la radiculopathie c'est de la perte de fonction, la douleur neuropathique c'est quand t'as les deux. Donc ce patient il vient, donc je vous ai dit il a eu un parcours de santé assez long, ses objectifs c'était de comprendre ce qu'il avait, parce que c'était quelqu'un d'actif, qui faisait pas énormément de sport, mais qui aimait quand même aller marcher, voilà, qui a des enfants, qui veut bouger avec et tout ça, et qui était limité. Sachant que le médecin lui a dit, bon, faut plus rien faire, là, faut rien faire. Il voulait comprendre aussi cette histoire de piriforme, ok. Tout le monde dit pas la même chose, et en plus de ça, les rhumatologues qu'il a vus ont fait 2 infiltrations au niveau du piriforme. Sachant que le chirurgien avait dit c'est pas le syndrome du piriforme. Ensuite, dans un des objectifs, c'était reprendre une activité physique, c'était notamment la marche. Actuellement, enfin au moment où je l'ai vu, marcher 15 minutes, c'était le maximum. Après, c'était trop douloureux dans la jambe, ça faisait trop mal. Et donc, un des objectifs en termes d'activité physique, c'était de marcher 15 minutes
sans souffrir. Voilà, c'était même pas ne pas avoir mal, c'était faire 15 minutes, pouvoir s'arrêter et derrière faire des activités de la vie quotidienne sans avoir besoin de s'arrêter ou essayer de devoir prendre des médocs ou quelque chose. Mieux vivre au quotidien certaines positions, parce qu'en fait, assis, ça reprovoquait de la douleur dans la fesse, couché, ça, ça se réveillait la douleur dans la fesse, et entre parenthèses ici, mais c'était pour moi, c'était pour surveiller le bilan neuro. Quand vous avez une radiculopathie, ça veut dire que le nerf, il est malade, il a un problème. Il faut, le nerf, il est malade, il a un problème, il faut savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est une hernie discale? Est-ce que c'est une fracture? Est-ce que c'est une pathologie systémique? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave derrière cette radiculopathie? Alors, on peut suivre l'évolution du bilan, on n'est pas obligé de renvoyer toutes les radiculopathies chez le médecin. Là, en l'occurrence, je commence à connaître un peu les médecins dans la zone où je travaille. Je sais que celui-là ne m'écoute absolument pas. Donc ça sert à rien que je lui envoie un bilan, il les lit même pas. J'ai déjà envoyé des patients avec des courriers, des choses, ça, il les lit même pas. Ça vient du kiné, je crois qu'il fait semblant de le lire devant le patient et après poubelle. Donc, et poubelle devant le patient limite. Donc voilà, donc on se laisse un petit peu de temps, radiculopathie, voilà, on surveille le bilan neuro et à côté de ça, on voit comment ça évolue. Là, c'est l'instant pub, en plein en plein suspense. Donc on est en plein suspense, mais juste pour vous dire que cette vidéo-là sera dans la playlist des cas cliniques, en fait. Ça sera la 7ème vidéo. Donc voilà, je vous ai mis toutes les vidéos. Et à chaque fois, donc c'est cas clinique. On fait des petits liens avec la pratique et ça permet, moi ça me permet d'avoir une réflexion autour de ma pratique et puis vous, ça vous permet de soit découvrir des choses, ça peut vous donner des nouveaux outils, réfléchir autour de patients que vous avez déjà eu ou que vous avez ou peut-être que vous aurez plus tard. Il y a un peu de tout, il y a des réussites, des échecs, on parle de croyances, on parle de fausse tendinite, on parle de triage. Sur les 2 dernières vidéos c'était triage, notamment, enfin celle-là et celle d'avant. Voilà, communication aussi, comment communiquer avec les patients. Donc voilà, je pense qu'en regardant cette vidéo-là, à la fin, pareil, ouais, je pense que si vous avez, ça dépend après de votre niveau, mais par exemple, admettons que vous sortez de l'école, je pense que ça vous donne des bonnes idées, ou que vous êtes encore à l'école de kiné, je pense que ça vous donne des bonnes idées de pistes de réflexion ou de petits tips. Donc on revient sur notre cas. Donc en fait, la rééducation, elle s'est basée sur 4 points. La première, c'était répondre aux interrogations. Donc la première, c'était qu'est-ce que je peux faire, hein. C'était une des questions, le patient. On me dit que c'est un syndrome du piriforme, on me dit que c'est pas un syndrome du piriforme, j'ai déjà eu 2 infiltrations, j'arrive pas à marcher, est-ce que je dois forcer ou pas sur ma douleur, est-ce que je dois pas forcer, dans combien de temps ça ira mieux et tout ça. Donc là, il y a une grande phase de discussion, très difficile pour moi d'avoir des réponses précises à ce moment-là. Des fois c'est plus simple, des fois on peut pas, donc quand on sait pas, on dit pas. Enfin, on n'invente pas de réponse, je veux dire, quand on sait pas, on dit pas, on dit qu'on sait pas, on n'invente pas une réponse. Ensuite, donc, on a fait du renfort pour la radiculopathie et la douleur neuropathique, et c'était dans les objectifs en fait de se remettre du sport, refaire une activité physique au moins au cabinet. Donc, on sait que par exemple, dans les cas de douleur neuropathique, c'est efficace le sport. Donc voilà, on a fait ça. Sans tirer sur les nerfs parce qu'il y avait beaucoup de mécanosensibilité et donc là on arrive à ici donc adapter le quotidien parce qu'en fait il tirait sur son nerf toute la journée en se disant je peux pas aller marcher et tout ça donc je vais au moins faire des étirements ischio-jambier, bas du dos, tout ça avec des grosses mises en tension du nerf sciatique, s'asseyait en mode les jambes parce que du coup passait avec ses problèmes, il était passé en télétravail donc il passait toute la journée dans une certaine position avec les pieds, enfin sur une chaise, avec les pieds sur un tabouret croisé, ok. Donc en fait, il se mettait en position de slump plusieurs heures par jour. Enfin, plusieurs heures. En fait, à chaque fois, ça lui déclenchait des douleurs, donc il devait changer de position, mais c'était une position dans laquelle il revenait régulièrement. Et de la marche, donc en gros, on faisait du renfort. En général, ça permettait de diminuer un petit peu les douleurs. Donc ici, renfort sans tirer sur les nerfs, hein. Et 5 minutes de marche, on a commencé avec un rythme lent. Et en fait, à chaque fois, on essayait de progresser. Voilà. C'est sur ça qu'on a axé la rééducation. Pour commencer. Donc voilà, je vais vous donner quelques détails, mais c'est pas le plus important. Donc on faisait une séance par semaine. On est passé à 2 à un moment donné pour des raisons d'organisation. Parce qu'en fait, ils se sentaient vraiment bien après les séances. On essaie de pousser hein, bien. Ils se sentaient bien, sauf qu'en fait, avec le travail et tout ça, compliqué de pouvoir refaire chez lui. Donc on est passé à 2 séances par semaine. On a fait ça pendant un certain temps.
Donc on a fait ça ouais, entre 12 et 16 semaines, hein, donc ça a duré 3 4 mois. Et donc on a eu une amélioration des douleurs. Au quotidien, c'était plus du tout pareil. Et quand il y avait de la douleur, il était capable de la gérer. Donc c'est-à-dire, ouais, effectivement, peut-être que j'ai pris, j'ai pas assez bougé, peu importe. En tout cas, capable de mieux gérer sa douleur et moins d'inquiétude au moment où il y avait des phases de douleur. Donc mieux au quotidien, donc pouvait tenir beaucoup plus longtemps en position assise avant de redéclencher les douleurs. Euh, Capable de marcher, voilà, 30 minutes à 1 heure. Donc c'était bien en fait. Euh, il a pu reprendre la marche avec sa femme et avec ses enfants. Amélioration du bilan neurologique, donc on a eu une récupération de la fonction. Alors là, je sais plus si c'était une récupération totale ou pas, mais je crois qu'on avait de la récupération sur plus ou moins toutes les fibres. De toute manière, les petites fibres, hein, c'est assez long à récupérer parce qu'en général, quand vous avez des pertes sur les petites fibres, c'est que les petites fibres elles sont mortes, donc il faut vraiment qu'elles se régénèrent complètement. Les grosses, des fois, c'est juste un peu de démyélinisation, ça va plus vite à se régénérer. Et beaucoup moins de mécanosensibilité, il y en avait toujours, mais il y en avait moins. Donc en fait, ça allait mieux, mais à un moment donné, en fait, on a été confronté à un... En fait, on progressait plus du tout. Plus de progression sur la marche, et en fait, il y avait des douleurs qui apparaissaient au bout d'1 heure, avec des engourdissements et des fourmillements. Donc, vous vous rappelez, on va repartir au tout début, il y avait déjà des engourdissements et des fourmillements dans le problème de base. Ça ressemblait à ce qu'il y avait, mais c'était différent. En fait, c'était des fourmillements. Alors, ils n'étaient pas tout à fait au même endroit. Là, c'était plus. Il y avait le pied, mais plus global, et dans le mollet. Et ça remontait même dans la cuisse, et ça allait dans la fesse. Et donc, en fait, il y avait des endroits qui étaient communs avec ce qu'il y avait comme problème avant, et il y avait des endroits qui n'étaient pas communs. Ok. Donc, le pied, c'était plus large. Le mollet, c'était vraiment sur le mollet. Voilà, la cuisse, alors qu'il n'y avait pas plus de douleur que ça sur la cuisse, bah, ça reprovoquait, et la fesse. Et avec un membre inférieur qui devient lourd. Et donc en fait, peut faire penser à quoi? Bah ça peut faire penser à une claudication intermittente. En fait, bon bah au bout d'1 heure, voilà, on marche et puis on doit s'arrêter parce que la jambe elle répond plus quoi en gros. Ah bah pareil, là on est en plein suspense, vous vous demandez absolument ce qui se passe et donc je vous remets la pub, la promotion pour la formation sur les red flags. Effectivement, c'est ce genre de tout ce que je vous dis de toute façon dans cette vidéo, on va bien plus loin dans la formation, dans la formation ici, hein. On parle de problèmes vasculaires pour les problèmes de jambes et on parle aussi de problèmes neuro, voilà, tout est dedans pour comprendre ce genre de patient-là. Donc on est sur un problème de nerf à la base, donc je reteste la mécanosensibilité, ça peut reprovoquer, alors ça peut reprovoquer certaines douleurs, mais en fait, il fallait vraiment tirer fort et maintenir longtemps. Donc en fait, je voulais. Alors du coup, bon, c'est pas super top de tirer comme ça sur les nerfs, mais en fait, j'avais besoin de différencier les deux. Et donc en fait, quand je reteste la mécanosensibilité, bah, en fait, quand je tire vraiment fort et longtemps, ça peut reprovoquer des fourmis dans le pied. Mais et ça peut reprovoquer la douleur le long de la jambe, mais c'est pas celle qui est présente après la marche. On me dit clairement que c'est pas la même chose, ok? Et ça reproduit des fourmillements au niveau du pied, mais pas au niveau du mollet. Alors que là, nouvellement, il y avait des fourmillements aussi, des sensations de lourdeur dans le mollet qui sont pas reproduites. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça peut faire penser à une hypothèse vasculaire, sachant que c'était une personne qui n'avait pas de facteur cardiovasculaire particulier. Pas de cholestérol, pas d'hypertension, donc on avait repris la tension de toute manière, il n'y avait pas de tension, enfin pas d'hypertension, pas de cholestérol, il y avait tout un tas de choses qui étaient pas, voilà, il n'y avait pas de diabète, pas tout ça. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Et une des choses aussi qui peut faire penser donc à une claudication et que j'ai pas dit là, en fait c'est que bah, à la marche, au bout d'1 heure, il y a la douleur qui apparaît, et après au repos, ça part très vite. Mais ça part vraiment très vite, ok? Et après, il peut repartir, et au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. Donc, ce qu'on a fait, en fait, j'ai fait un test de provocation d'effort, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, on savait que marcher à un rythme normal pendant 1 heure, c'était la limite. Donc,
qu'on a fait, c'est marcher rapidement pour voir est-ce que ça déclenche plus vite la douleur. Bah ouais, en fait, ça déclenchait plus vite la douleur. En marche rapide, au bout de 15 minutes, voilà, c'était plus possible. La jambe était complètement engourdie et lourde. C'était un terme qui revenait souvent, vraiment lourde. Et on a tenté de courir, et on courait en fait moins de 10 minutes, voilà. Et en fait, c'était hyper reproductible. Course 10 minutes, ok, on fait 5 minutes de pause, on repart. Course, même, on met le même rythme, au bout de 10 minutes, pareil. La jambe, elle revient dans le même état. On s'arrête, on repart dans le même état. Et c'était on-off à chaque fois. C'était hyper reproductible. Vraiment, cas d'école d'une claudication intermittente qui ressemblerait plus à du vasculaire. Donc du coup là je vous mets un tableau sur comment on peut différencier le neurogénique du vasculaire. Dans la formation on parle de différents tests aussi. On peut faire des tests sur tapis et des choses comme ça en changeant la position du dos de la personne. Bon voilà, je vous ai mis juste un petit tableau, voilà, avec une distance de marche par exemple qui va être plus fixe. Bah voilà, en fait on retombe exactement sur ça, hein. Quand je vous dis un course 10 minutes, bim, voilà. Là qui va être plutôt variable, voilà, ce qui va provoquer la douleur c'est marcher, là ça va être marcher ou rester debout. Alors neurogénique là c'est surtout par exemple penser à un canal lombaire étroit. Marcher en côte, bah ça va être plus douloureux pour le vasculaire parce qu'il va y avoir une plus grande demande au niveau de l'apport sanguin des muscles du membre inférieur. Par contre moins de douleur en neurogénique parce qu'on va être penché en avant, un peu de flexion. Pour ces canaux lombaires étroits ça va ouvrir. Faiblesse, bon, il peut y en avoir. Après, là, c'est occasionnellement. Bah, après, en fait, ça dépend, hein. Si vous faites votre bilan neuro, la personne elle est allongée ou assise, bah, ça va pas changer grand chose. Voilà. Donc, en gros, pour différencier un petit peu les deux. Donc, bon, là, je vous mets une petite infographie sur ce qu'on appelle les AOMI, hein. Donc c'est les artériopathies oblitérantes du membre inférieur, avec en fonction de où se trouve la sténose, où est-ce qu'on peut retrouver des soucis. Ok. Donc les douleurs du patient, c'était fesses, il y avait la cuisse, le mollet, il y avait le pied qui venait avec. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une claudication vasculaire intermittente? Bah, le test qu'on peut faire, c'est la BPI. Ok. Donc, pour ceux qui savent pas, donc dans cette vidéo-là et dans cette vidéo-là, j'en parle vraiment de manière approfondie. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est que, alors, on a fait un ABPI d'abord au repos. Comment on fait? On prend la tension au bras, aux deux bras. On prend la tension la plus haute, on la met de côté. Ensuite, on prend la tension à la cheville. Alors, faites pas attention, déjà, il y a une erreur. Ici, ils ont mis droit alors que c'était gauche. Bon, j'ai mal recadré, j'avais corrigé, j'ai mal recadré. Et nous, on prend voilà, au niveau de l'artère tibiale postérieure, on prend pas au niveau du pied. Mais on s'en fiche, vous mettez votre tensiomètre au niveau du pied. Et ensuite, donc, vous divisez la tension ici par la tension la plus haute des deux bras, et ici par la tension la plus haute des deux bras. Donc c'est le même bras. Quand on faisait ça au repos, on se retrouvait avec un ABPI qui était supérieur à 1. Donc supérieur à 1 des deux côtés. Donc il n'y avait pas de souci. Donc ensuite, on a fait ABPI post-effort. Donc, post-effort, en gros, on fait exactement la même chose, sauf qu'il faut faire un effort avant qui reprovoque les symptômes. Wow, c'est dans le nom. Euh, c'est là où il faut faire attention parce que la tension elle peut redescendre assez vite. Donc, si vous voulez vraiment les valeurs post-effort, il faut être assez rapide. C'est pour ça qu'il faut 2 tensiomètres, c'est pas mal. Voire 4. Bon, voilà. Après, de toute façon, le temps d'installer, ça prend du temps aussi. Donc, voilà. Et en fait, quand on faisait ça, bah, en fait, il y avait une diminution du côté de la jambe où il y avait les symptômes. Donc, on peut se dire, ok, alors c'est pas, nous on fait une approximation de la BPI parce qu'on n'a pas de Doppler et tout ça, donc voilà, mais en gros, il y a un truc, il y a assez d'éléments, un faisceau de preuves, on va dire, pour dire que peut-être, d'un point de vue vasculaire, on n'est pas médecin, mais d'un point de vue vasculaire, il y a peut-être quelque chose, déjà entre cette claudication intermittente, plus vraiment reproductible on-off à l'effort, plus un ABPI qui pose problème, même s'il n'y a pas de facteur cardiovasculaire, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Donc moi, alors moi, hein, ça m'a consolidé dans l'hypothèse vasculaire.
ok? Je pense qu'il y avait un problème de nerf au début, ça a été mieux, mais en fait, vu qu'il marchait moins, en fait, bah, il allait pas jusqu'à déclencher son problème de vasculaire, ok? Là, il y a plein de questions auxquelles j'ai pas les réponses. Quel problème? Est-ce que l'hypothèse vasculaire, elle était là avant? Est-ce que c'était le problème nerveux qui était là avant? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a autre chose qui explique? Je sais rien parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est fini et ça c'est pas forcément. J'ai pas la fin. Donc on va rester un petit peu sur notre fin justement. Donc je vous remets les vidéos ici si vous voulez avoir un peu plus. Parce que là, en fait, on parle bilan euro, on parle un peu d'ABPI et de prise de tension et tout ça. Là, c'est surtout la BPI, donc voilà, j'en parle de manière assez approfondie. Bien évidemment, dans la formation, on en parle, j'en parle de manière encore plus approfondie. Vous avez vraiment tous les éléments et tout ça. Donc, en fait, ça s'est fini comment? Bah, j'ai fait un courrier avec le bilan euro, le résumé des séances. Donc, j'ai fait le bilan euro au début. Le bilan euro à la fin, de 3 ou 4 mois, et plus les quelques séances, parce que du coup, l'hypothèse vasculaire, on l'a pas testé en une seule séance, enfin, ouais, il y a eu pas mal de questions qu'on s'est posées à ce moment-là. Donc bilan euro du début et de la fin, résumé de ce qu'on a fait en séance, ok, plus les signes vasculaires, avec les résultats de la BPI. Avec sous-entendu, toujours. Alors, je demande pas au médecin quel examen faut faire, mais je fais toujours en sous-entendu ou un truc. Peut-être, je m'en remets à vous afin de savoir si vous pensez que peut-être il faudrait envisager la possibilité de faire. Voilà, donc dans les AOMI, c'est angiographie et ARM les examens de choix. Je pense que l'ARM c'est quand même moins fréquent, mais au moins une angiographie. Courrier au médecin généraliste, lui il a dit c'est clairement pas la peine d'explorer, ok. On vous a dit que c'était un syndrome du piriforme, monsieur, il faut continuer de s'étirer. Et je sais qu'il avait fini par trouver un autre médecin. Je l'ai pas revu, mais il m'avait envoyé un message. Et il avait fait un examen, je crois que c'était en géographie. Je crois que c'était en géographie. Et en fait, à l'examen, il n'y avait rien de particulier. Voilà. Après ça, un peu déçu de tout ça, donc il a arrêté la rééducation et pour le moment il avait fait une pause. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être que l'examen était négatif. Ça dépend dans quelle mesure a été faite, dans quelle mesure a été faite les mesures. Donc en gros, comment a été réalisé l'examen? Si il a des symptômes uniquement à l'effort, est-ce que l'examen il a été fait à l'effort? Ça, c'est la question. Ok. Donc quand vous allez avoir des patients qui ont des problèmes de ce type-là, bah, c'est comme le patient qui vient avec, par exemple, bah là j'ai eu récemment, patient qui vient avec des douleurs dans tout le bras, donc classique névralgie cervico-brachiale, passage d'IRM, à l'IRM strictement rien, le médecin qui dit au patient, ah mais il n'y a rien à l'IRM, donc je pense que bah, en fait c'est un peu dans votre tête, voilà, là on a tout fait, il n'y a rien, donc il n'y a rien. L'IRM, il est fait dans une position où il n'y a pas forcément, qui reproduit pas forcément les symptômes. Un corps humain, ça bouge, c'est dynamique, il y a peut-être, voilà. Donc, il faut pas s'arrêter à ça. Donc voilà, donc c'est un cas qui c'était assez compliqué, de passer du problème de nerf au problème vasculaire. Il y a peut-être un moment donné où j'aurais pu y penser un petit peu plus tôt, je pense, avec le recul, en me disant, ouais, à un moment donné, quand on a stagné, j'aurais dû peut-être me poser une question plus rapidement. Mais en fait, il suffit qu'il y ait des choses qui changent dans la vie du patient ou des choses comme ça, et on peut avoir tendance à mettre ça sur le compte du changement de choses qui se passe chez le patient. Ah, il marche plus, ah, machin, nanana. Bon, peu importe. Par exemple, dans les douleurs de neuropathique, on sait aussi qu'à un moment donné, que les douleurs, elles peuvent augmenter avec un bilan neuro qui s'améliore. Parce qu'en fait, la repousse des nerfs et tout ça, ça peut faire des branchements qui font mal, ça peut déclencher des douleurs ectopiques ou voilà. Donc si le bilan neuro il s'améliore mais que la douleur elle augmente aussi, ça peut être normal. Donc voilà, j'ai dû mettre ça sur le compte de tout ça. Donc avec le recul, j'aurais peut-être dû plus y penser. Du coup, je pense que c'est quelque chose de relativement rare, mais j'ai eu un cas qui ressemblait à ça plusieurs fois, au moins 2 fois. Euh, voilà. Et donc, bah, on va s'arrêter là pour la vidéo, pour la partie cas clinique. Après, on va faire de l'analyse de commentaires et de messages privés
pour voir toujours à quel point le niveau de débat sur les réseaux sociaux, il est mauvais. Ok? Donc on se dit à la prochaine pour ceux qui arrêtent maintenant, et pour ceux qui veulent continuer, on se dit à tout de suite. Et donc là, on va parler argumentation. Donc en fait, j'ai fait un live il y a pas longtemps avec Monsieur Horizon sur Instagram, donc c'est Kevin ici, sur les réflexes archaïques. Et lui-même, il avait fait un post sur les réflexes archaïques, et il avait eu reçu en commentaire et par message, des messages justement, et un commentaire. Et donc on va analyser un petit peu ça, et on va voir un petit peu justement l'argumentaire. Donc ça c'est un commentaire, et ça c'est une discussion, j'ai tout anonymisé, vous inquiétez pas. Hop. Et on va voir en fait, est-ce que c'est un bon argumentaire ou est-ce que c'est un mauvais argumentaire. Donc là on a, cher monsieur Kevin, votre argumentaire est pitoyable et montre votre inexpérience dans l'étude des réflexes archaïques. Donc en fait là on commence par quoi? On commence avec une objection qu'on appelle ad personam. En fait quand on fait un argumentaire, il y a différents types d'objections qu'on peut faire. Il y a les objections ad rem, où là on va opposer un argument rigoureux. On pourrait s'attendre par exemple dans ce cadre-là à une étude scientifique de bonne qualité. On a les objections ad hominem, où là on va tester la crédibilité, pas la crédibilité par contre, la cohérence de la ligne argumentative de l'opposant, et après on a les objections ad personam, où là on va justement s'attaquer à la crédibilité de la personne. C'est ce qui est fait là, en disant qu'on est inexpérimenté et que l'argumentaire est pitoyable. Sachant que c'est pas un argument, or ça peut être un argument très puissant, mais mais par exemple c'est pas parce qu'on est inexpérimenté dans un domaine que nos arguments sont forcément mauvais. Voilà, c'est pas un argument d'une grande qualité. Ensuite, donc là, ça cite des travaux qui sont pas ouf, mais là, ça serait un peu mieux, comme partie argumentative. Et derrière, par contre, on enchaîne avec... De plus, j'aimerais que vous puissiez partager une seule étude randomisée contre placebo montrant l'efficacité de l'ostéopathie. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas sans multiples biais. L'ostéopathie est un art, pas une science, ne soyez pas prétentieux, nanani nanana. En fait, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un sophisme. Le sophisme de la double faute. Ça, c'est le sophisme. Vous vous retrouvez, vous retrouvez au tribunal parce que vous avez tué une personne. Et votre ligne de défense, c'est de dire oui, mais regardez, mon voisin, lui, il a tué 100 personnes. Donc moi, c'est pas grave ce que j'ai fait. Voilà, vous voyez bien que ça n'a aucun sens, ok? Euh, c'est- N'essayez pas de changer de sujet. Quand on parle d'un sujet, quand on fait des affirmations, on parle des affirmations qui sont faites et on fait pas ça. Moi, ça me fait penser aussi un peu aux gamins. Ah, mais il est à l'école, il a fait n'importe quoi. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'a appris nanana, nanana. Il fait, ah oui, non, mais lui là-bas, il a fait pire. On en est là, vraiment, on en est là. Toujours pareil, en 2024, on en est là en termes de cohérence argumentative, de ligne argumentaire. Enfin, c'est quand même très mauvais. Donc voilà, en fait, là, on a un commentaire qui dit rien. En fait, voilà. Objection ad personam suivie d'un sophisme. On te cite un travail au milieu, pour le coup, qui est pas incroyable. C'est pas des sources scientifiques publiées dans des revues scientifiques et tout ça. L'argumentaire est un peu bof. Ensuite, on va voir dans une discussion, alors j'ai pas tout mis, mais en fait, de manière récurrente, c'est toujours les mêmes arguments. Et en fait, en quoi c'est intéressant de voir ça? C'est que quand vous allez voir des personnes qui vont défendre un point de vue ou défendre une pratique ou des choses comme ça, quand vous allez débattre avec eux, vous allez retomber à chaque fois sur la même ligne argumentative, ok? Donc là, on dit qu'on trouve ça nul de vouloir démonter en quelques lignes pour faire le malin, donc voilà, on s'attaque à la personne toujours. Tu veux faire le malin, objection ad personam, voilà, pas un argument, pas une objection de bonne qualité. Non, donc en fait, la personne ici, elle dit qu'elle a pas lu, parce qu'elle a la flemme, et c'est pas son truc les études, et qu'elle a pas besoin d'être convaincue en les lisant. Et là, ça c'est hyper intéressant, parce que j'aimerais voir cette personne-là sur un live, justement, pour pouvoir discuter avec elle de sa croyance, ok? Ok, d'accord, moi je suis prêt à dire. Les études, c'est nul. Il n'y a pas de souci. Les études, c'est nul. Mais quelle méthodologie on utilise pour croire ou pas en quelque chose? Ou quelle méthodologie tu utilises? Et on va voir si ta méthodologie, c'est une bonne méthodologie pour tirer des conclusions qui se rapprochent de la vérité. Voilà, tout simplement. Ça serait hyper intéressant d'avoir cette personne sur un live. Alors, ouais, parce que du coup, il y a le chat qui est sur le clavier. Ensuite, voilà, c'est impossible que tu aies checké toutes les études là maintenant. Donc, effectivement, ça c'est un argument qui revient beaucoup aussi. Genre, il y a beaucoup d'études ou fais tes recherches. Et c'est un mauvais argument parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de littérature sur un sujet
que ça prouve quelque chose quant à l'efficacité, ok? Effectivement, il y a 500 études, ou plus même quand on tape Primitive Reflexes, ça veut pas dire que c'est 560 études qui montrent des choses, qui montrent que c'est efficace, que ça marche, ou que tout ça. Ça peut être des études qui disent que c'est nul. Enfin, voilà, ça n'a aucun sens. Là, on a un c'est ton point de vue. Moi, à l'instant T, je vois des gamins qui ont 12 ans faire de l'énurésie, des vraies phobies, des TOC, des troubles de la motricité, et j'en passe, être aidé plus par les réflexes, et ça me suffit. Et là, c'est hyper intéressant aussi. Ça veut dire quoi être aidé? Voilà. Ça veut dire quoi être aidé? Est-ce que ça veut dire que le gamin, quand il sort de la séance d'ostéopathie, il est content, il sourit? Est-ce que ça veut dire on l'a aidé? Est-ce que ça veut dire quoi être aidé? Est-ce que c'est les parents qui sont contents de la séance? C'est ça, avoir aidé l'enfant? Voilà. Et c'est là, en fait, qu'on a besoin de la science. Pourquoi? Parce qu'en fait, la science, en fait, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va faire un énoncé le moins subjectif possible, qui va être testable, potentiellement réfutable. Ok, si on peut pas le réfuter, bon bah ça n'a aucun sens. Potentiellement réfutable, que tout le monde va pouvoir évaluer, qu'on va pouvoir reproduire, retester, afin de voir si ça correspond à la réalité ou pas. Ok? Et donc ça c'est hyper important. Et on peut pas dire genre juste on a aidé, ouais, ça veut dire quoi aider? Et admettons, toujours pareil, on réagit, t'as raison, t'as aidé. Est-ce que t'as aidé parce que t'as utilisé ça ou parce que t'as fait d'autres choses? Parce que dans ta séance, tu fais pas que ça. Tu parles avec le patient, peut-être tu proposes aussi de la thérapie manuelle à côté, peut-être tu proposes des exercices à côté, peut-être peut-être que même la personne à côté, elle a des traitements pour certains problèmes, peut-être médicamenteux, peut-être des traitements avec un psychologue ou un psychiatre, peut-être qu'il y a d'autres choses à côté. Comment tu fais pour déterminer ça? Et ben c'est là que le cadre scientifique nous permet en fait d'éliminer un maximum de biais pour essayer d'avoir l'efficacité spécifique de chaque chose. Ok? Et là aussi, ça c'est un argument qui revient souvent aussi, c'est l'humain qui me fait triper, pas les études. Donc là on fait pareil, un faux dilemme, on met en opposition les études et les êtres humains. Dans les études, il y a des êtres humains. Hein, c'est des êtres humains qu'on teste dans les études, hein, on teste pas autre chose, hein, c'est pas ésotérique les études, hein, c'est pas que de la théorie, c'est pas des mecs devant un tableau avec des calculs mathématiques, non, il y a des vraies personnes dans les études, ok? Il y a des vraies personnes dans les études. Ça, faut quand même le comprendre. Donc voilà, là, l'argumentaire, il tient pas une seule seconde. Euh, voilà, en fait, ça, oui, ça revient avec toute l'affirmation la frustration que tu accumules sur l'ostéo, objection, encore une fois, ad personam, ah, t'es frustré, donc ton avis n'a pas d'importance, ton avis est faux, ok? Donc ça, faut savoir repérer hein, ce type d'argument, en fait, et là, à aucun moment, en fait, à aucun moment, on arrive, il reste plus que ici, mais à aucun moment, on a eu un argument valide, hein, ok? Là, à aucun moment, on a eu une source ou quelque chose qui nous permet de dire, oui, c'est intéressant, ou non, c'est pas intéressant. Et c'est pas parce que quelque chose n'a pas eu une bonne méthodologie d'étude pour le moment qu'il faut l'écraser. Donc là, y a pas besoin, le but c'est pas d'écraser, hein, c'est de dire juste, il n'y a pas de bonne raison d'y croire, on n'y croit pas. Parce que si on applique ça, ou alors ça n'a pas été prouvé faux, donc on y croit, c'est ce qu'on appelle, c'est le sophisme de l'appel à l'ignorance, et dans ce cas-là, moi je vous fais croire n'importe quoi. Ok? La guerre entre les lutins et les dragons dans l'espace, pas de preuve que ça n'existe pas, donc on peut tout à fait y croire. Ok? C'est tout. Voilà, donc on fait ça, et on a, donc pas besoin de l'écraser, imagine ça vaut pour tous les métiers, même la kiné. Et en fait, on peut croire en quelque chose, on peut ne pas croire en quelque chose, mais il y a aussi la position, on peut juste tout simplement suspendre son jugement si on a des preuves qui vont d'un côté, des preuves qui vont de l'autre, et qu'on peut pas, à partir de ces preuves-là, avoir une idée vraiment solide. On peut suspendre son jugement. Mais là, en fait, on n'a pas de bonne raison de croire que c'est efficace. Voilà. Donc là, on finit avec donc la dernière partie, qui était plus axée esprit critique et rhétorique. En général, je fais cette partie-là que dans cette playlist-là des physiopractices. Est-ce que ça vous intéresse, ce genre de choses, ou pas? Mais voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2024, l'argumentaire de la plupart des gens... En fait, tout ce que je vous montre, je sélectionne pas les pires, hein. Je sélectionne tout ce que je vois passer qui essayent de démonter ce que je dis. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas contre moi, entre guillemets, ces messages-là ou ces commentaires-là. Mais dès que je reçois un truc, on va dire, négatif, voilà, où on me contredit ou quoi, c'est pas la contradiction, il faut être pour, hein, la critique, il faut être pour. À partir du moment où elle est bien faite. Mais voilà, tout ce que je reçois qui va contre moi, entre guillemets, je vous le mets. Et à chaque fois, on voit que c'est pas terrible.
ok, en termes de ligne argumentative. Donc là, la vidéo, elle est finie, et puis on se dit à la prochaine. Salut!